Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans les deux premières parties, on a fait le tour du monde de la recherche en cybersécurité et de la création d'outils, mais comme nous l'a dit Podaliarius, il manque une étape cruciale, la transmission. Bon alors je vais éviter de tout vous spoiler tout de suite, mais dans cette fin d'interview, on va suivre ses aventures, de sa première intervention jusqu'à la Black Hat Europe de cette année, et essayer d'en tirer un maximum d'enseignements. Installez-vous confortablement, et bienvenue dans Cyber Talk. Première question, pourquoi transmettre? Quels sont les avantages, autant pour les autres que pour toi? Les avantages pour moi, il y en a pas tellement, honnêtement. C'est parce que alors, il y en a un peu parce que c'est ça me plaît, tu vois, de faire des conférences et tout, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'adore parler des trucs qui me plaisent. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît et ça fait des années que c'est comme ça. Même sur d'autres sujets, sur les fusées, l'espace, tout ça, genre j'ai toujours adoré. Quand c'est quelque chose qui me plaît, j'adore en parler. Donc ça marche très bien pour ma personnalité. Mais en soi, bon, tu vois, là ça va, c'est une interview et tout, on en parle, voilà, c'est fluide et tout. Quand je prépare une conférence, ça me demande plusieurs jours de taf, sans compter la partie recherche et tout. Honnêtement, c'est pas rentable d'un point de vue transmission. Je le fais parce que bah, quand j'ai commencé la sécu, c'est comme ça que j'ai appris les choses. Et que pour moi, c'est juste logique que maintenant que j'ai le niveau, vu que je peux le faire, il faut que je le fasse, quoi. Même si ça me prend du temps, et voilà. C'est voilà, j'ai commencé la sécu comme ça, en allant sur des blogs, en allant voilà, sur des vidéos YouTube qui vulgarisaient des concepts vraiment très 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 vulgarisés, et, tu vois, pour comprendre les premières choses. Donc c'est logique que pour moi, maintenant que j'ai le niveau d'arriver sur certains domaines, parce que typiquement en pawn, je m'aventurerais pas à expliquer des concepts, hein, parce que je connais les concepts de base, mais il y a déjà 700 000 vidéos qui expliquent ça. Les concepts très avancés des blind drops, des je sais pas quoi, j'ai réussi à en faire un peu en CTF et tout, je vois à peu près comment ça marche, mais j'ai pas le niveau d'abstraction qui me permet de l'expliquer de manière claire, donc je m'aventure pas sur ces sujets-là. Les seuls trucs sur lesquels je fais des conférences, tout, c'est des sujets que je maîtrise, qui me plaisent et sur lesquels j'arrive à bien expliquer, quoi. Donc voilà, maintenant que j'ai le niveau, pour moi c'est logique de contribuer à la communauté comme c'est la communauté qui m'a aidé, quoi. J'ai un très très bon exemple de cercle comme ça, de boucle qui est fermée. C'est qu'il y a bah, en 2009 et tout, quand j'ai commencé le développement, il y avait le site du zéro. On avait tous, c'était les bouquins un peu bleu clair et tout du site du zéro. C'était les trucs qui sortaient un peu du lot. Ça commençait à se monter, ce genre d'initiative. Et j'avais commencé à faire du Java, du C Sharp et un petit peu comme ça, j'avais touché avec le site du zéro. Et bah, il y a quelques mois, en mai, j'ai été interviewé par Open Classroom dans le cadre d'un cours sur le pentest. Du coup, Open Classroom qui est anciennement le site du zéro. Et la boucle est bouclée, parce que je suis maintenant dans un cours de l'organisme qui m'a formé en soi. Donc voilà, moi ça me va, c'est le principe même. On m'a transmis un savoir, maintenant j'arrive à retransmettre ce savoir, il faut continuer la boucle Hmm. comme ça. Outre les conventions, les conférences, moi je t'ai vu notamment à la Stack Overflow en fait, et tu as aussi toute une transmission en direct avec les, entre guillemets, les plus jeunes qui mettent le pied dans l'infosec. Pourquoi est-ce que tu aides autant sans vouloir? Il y a quand même un retour que tu dois avoir de ce côté-là, sur le fait de la transmission. Alors, sur la transmission chez les jeunes, j'ai pas de retour en soi, mais c'est plus. J'ai vu des gens dans le chat qui se sont reconnus. Coucou les jeunes. Mais non, j'ai pas vraiment de retour. Par contre, c'est chose qui est certain, c'est que moi, quand j'ai commencé la sécu, on m'a littéralement. Enfin, c'est un pote qui m'a mis en fait sur RootMe, qui lui faisait du RootMe et qui m'a entraîné là-dedans parce que voilà, lui il en faisait, il m'a dit tiens, viens en faire avec moi. On en a fait ensemble, puis on s'est changé des tips. Mais j'ai quand même eu l'impression d'être foncièrement seul en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vois, la moindre personne à qui je demandais bah comment je peux faire, enfin tu vois, à qui je peux demander pour savoir comment on fait du pentest, comment on fait ça, il y avait personne qui savait me répondre. Et j'étais étonné. Alors, t'avais quelques interviews de personnes, mais c'était des grands pontes qui sont là depuis 25 ans, quoi. Et c'était des conférences en anglais, et donc des conférences en anglais parce que c'était des Américains, et du coup qui ne s'appliquent pas en France. Tu vois, les parcours des Américains, même si tu retrouves des similitudes, ça n'a pas de rapport avec ce qui se passe en France. Et ce que je me suis dit, c'est, là, j'ai réussi à avoir une trajectoire quand même. Enfin, c'est beaucoup de la chance aussi, hein. Ce que j'ai eu, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de chance aussi. Et que j'ai eu les bonnes opportunités au bon moment et tout. Maintenant, j'arrive à faire du pentest, je dirige une équipe de pentest, ça se passe super bien et tout. J'ai le temps, et tu vois, parce qu'on parlait aussi des salaires de pentesters, je gagne pas, je veux dire, je vais pas racheter demain la moitié de la France, hein, évidemment. Avec 43K, tu vis bien, mais voilà, il faut que tu fasses attention quand même. Évidemment, tu vis bien, mais donc c'est aussi pour ça que je peux me permettre même si mon entreprise me finance pas mes conférences, c'est moi qui me les finance en perso. Et en soi, ça me coûte énormément de thunes.
mais je sais pourquoi je le fais. C'est déjà parce que j'adore rencontrer les gens. J'adore, tu vois, transmettre le savoir sur un sujet que j'ai bossé. Il y a rien de mieux pour moi de me dire, bah, tiens, j'ai travaillé sur un sujet qui m'a pris des semaines, mais là, je vais faire gagner un temps de fou à plein de gens qui vont comprendre un concept. Typiquement, j'ai fait une conférence à la Hitchhack 2022 à l'NCBS à Vannes, en juin, où j'ai expliqué comment on fabrique un reverse shell. C'est un truc, Mm. vraiment, je n'ai jamais vu le schéma que j'ai fait sur mes slides, je ne l'ai jamais vu dans aucun blog. Alors que c'est vraiment, ça m'a pris pas très longtemps. Enfin, à théoriser ça, c'était pas hyper long. Mais littéralement, ce schéma explique chaque élément d'une payload de reverse shell en bash, qui permet de tout comprendre de manière limpide en une slide. Genre, si tu regardes le talk qui fait 20 minutes, 25 minutes, mais à la fin, tu as une slide, à chaque fois que je la revois, j'ai vraiment, tu sais, en une slide résumé qu'est-ce que c'est qu'un reverse shell en bash, chaque élément, comment ça marche, pourquoi ça. Les pipes, en fait, c'est les RM, même FIFO et tout, ceux qui vont voir de quoi je parle. Il y a Mhm. 16 000 éléments et tu as l'impression que ça n'a aucun sens, mais en fait, quand tu l'analyses, c'est assez simple à comprendre. Et j'avais jamais vu quelqu'un qui le faisait comme ça. Et comme je l'avais expliqué à un collègue, je l'avais expliqué plusieurs fois à l'oral, j'en ai fait une conférence qui a bien marché en plus, c'est bien. Et voilà. C'est ce que tu disais, oui, sur la transmission chez les jeunes, c'est que franchement, j'en ai pas souffert parce que ça va quand même. Mais je me rappelle qu'à plein de moments, j'étais demandeur de ça et de me dire, mais où est-ce que je trouve l'information en fait? Comme, tu vois, pour Mhm. passer l'OSCP, j'ai passé l'OSCP, il y avait quelques ressources sur comment tu te prépares, mais j'avais jamais vu un énorme article de 16 kilomètres qui te dit bah tiens, il faut que tu fasses telle box sur Xbox avant. C'est beaucoup du bouche à oral, du bouche à oreille, tu vois, de l'oral. C'est là, tu vois, maintenant, dès que je vais en conférence, honnêtement, c'est à la fin de la journée, je suis séché parce que je parle à 16 000 personnes pendant la conf. Mais je suis très content parce que s'il y a la moindre question auquel je peux apporter ma pierre à l'édifice, mais avec plaisir. Voilà. Et du coup, bah, pour les jeunes, typiquement, c'est la question qu'on me pose beaucoup. Et je pense par les jeunes, t'entends les lycéens et les débuts d'études sup. Très Ouais. souvent, la question, enfin, tous les gens que je rencontre qui ont ce âge-là, la question qu'ils me posent, c'est OK, bah, on fait quoi comme école pour faire de la sécu? Et je suis bien embêté pour leur répondre parce que j'ai un avis très tranché sur certaines écoles qui sont pas des, enfin bref, qui ont des modèles qui me semblent tout à fait, voilà, basés sur l'argent et pas trop sur le diplôme à la fin. Il y a d'autres écoles qui sont très bien, mais du coup qui sont très sélectives, fatalement. Et en plus de ça, je le sais, et parce que je l'ai vécu, que le souci, c'est que il n'y a aucune école en soi qui te prépare au métier de pentest, en fait. Il y a des écoles qui te préparent plus ou moins. C'est sûr que si tu as fait HEC en commerce, bon, t'es plus loin du pentest que si t'as fait l'INSA Toulouse en informatique générale, tu vois. Oui, Bien oui, sûr. oui, c'est clair. Mhm. Voilà, t'es quand même plus ou moins, tu peux quand même plus ou moins t'orienter. Je vois quelqu'un qui cite ma formation dans le chat qui dit TLSSEC Toulouse Sécurité, c'est la spécialité de cinquième année que j'ai fait à l'INSA Toulouse. Et voilà, t'as plusieurs formations peuvent plus ou moins t'orienter vers de la sécurité. Mais ce que je dis à tous les étudiants, c'est en soi, alors, je mets des grands guillemets autour de ce que je veux dire, l'école importe peu. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que si tu fais. C'est pour ça, alors là je vais lancer un pavé dans la mare, mais si tu fais un RNCP niveau 7 ou si tu fais un bac plus 5, même si les écoles qui te proposent un RNCP niveau 7 te disent t'inquiète pas, c'est la même chose, tu le verras très vite au bout de quelques années de rémunération que non, ça n'est pas la même chose. Parce que les entreprises te bloqueront dès qu'elles pourront, en fait, parce qu'un RNCP est un diplôme voilà, qui est pas du tout d'un niveau d'un bac plus 5, même si c'est ce qui est dit par ces écoles. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je le dis à tous les jeunes, ça. Faites attention parce que, voilà, RNCP, attention, plafond de verre que vous allez vous lever, vous allez vous cogner dessus. Même sans parler de plafond de verre, les titres RNCP, tu as quand même beaucoup moins de contrôle sur ce qui est fait dans les écoles et tu le payes plus ou moins à un moment. Donc j'appuie totalement ce que tu dis et pour le C'est coup, moi ça. j'ai payé le prix fort dans certaines de mes formations et ouais. Faire attention. Alors, je dis pas que toutes les nouvelles écoles de sécurité sont des scams, bien au contraire. Je trouve ça très bien qu'il y ait des initiatives qui se lancent de partout. Franchement, c'est super, tu vois. C'est très bonne chose. Il faut qu'il y ait des écoles en cybersécurité parce que c'est un domaine où vraiment il n'y a pas, enfin, il y a entre guillemets pas de formation. Il y a des formations, mais pour moi, elles sont pas assez poussées parce que là où on a ingénieur généraliste ou informatique générale, on fait quand même beaucoup de programmation et tout. En cybersécurité, souvent, c'est les quelques derniers mois de ta formation, la spécialité de fin d'études. T'en Hmm. fais pas beaucoup en fait. Et les écoles qui font beaucoup de sécurité, il y en a très peu, il y en a de plus en plus, heureusement. Il y en a qui sont plus ou moins basées sur l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui se sont basées, et le modèle économique, c'est pas l'étudiant, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, vérifiez bien que c'est des écoles qui sont qui sont accréditées, qui peuvent délivrer un diplôme. RNCP, faites attention parce que les RNCP, déjà il y a plusieurs niveaux, donc faites attention au niveau du RNCP. Faites attention parce que un RNCP niveau 7, ça ne vaut pas un bac plus 5, malgré ce qu'on vous dit, souvent ces écoles-là, j'ai
je sais très bien ce qui s'est dit aux journées portes ouvertes de toutes ces écoles. Il y a une école que j'ai en tête qui a dit à des personnes aux journées portes ouvertes, non mais vous savez, les prépas, ça sert à rien. Non, les prépas, tu sais, les prépas d'école d'ingé, les prépas classiques et tout, vous savez, ça sert à rien, vraiment. Faut mieux faire de la cyber direct. Un RNCP niveau 7, ça vaut pareil qu'un bac plus 5. Bon, spoiler alert, les personnes qui ont monté ces écoles et qui ont mis des budgets faramineux derrière, il y en a aucun qui a un RNCP niveau 7, hein. Donc, si vous voulez aller loin dans la sécu, si vous voulez pas vous cogner le front sur un plafond, faites attention à ça, renseignez-vous bien, discutez avec des gens qui sont dans ces écoles. Alors, même si idéalement pas des étudiants qui viennent de rentrer dans l'école, parce que souvent ils sont pas objectifs, mais des étudiants qui ont passé 2-3 ans dans l'école, ça vous permettra d'avoir une vraie vision objective de l'école. Parce que ceux qui viennent de rentrer, généralement, ils sont encore hype par l'école et par le discours public qui a été fait pendant les journées portes ouvertes et tout. Si je prends l'exemple des écoles de développement qu'on connaît maintenant avec les piscines, tu vois, 42, Epitech, tout ça, les piscines, c'est un très bon exemple. Tu prends quelqu'un qui va rentrer, qui se dit, ouais, trop bien, je suis un warrior et tout. Tu prends quelqu'un qui vient de finir la piscine, il a pas la même, il a pas la même avis sur l'école, hein. Ils sont pas dans les mêmes états, les étudiants. Donc faites attention parce que oui, la sécu, c'est bien. Maintenant, il y a plein de moyens d'y arriver. Et si vous faites une école d'ingé informatique ou si vous faites une école d'ingé sécu ou quoi, vous pouvez y arriver tout pareil, en fait. C'est moi ce que je vois dans mes équipes, je préfère. J'ai recruté il y a pas longtemps quelqu'un qui faisait une reconversion professionnelle, qui avant était poissonnier et qui maintenant fait du pentest. Et tu vois, il a pas un diplôme d'ingé en sécurité et c'est pas grave, tu vois. Il a le niveau en pentest, je le prends en pentest, y a pas de problème. Est-ce qu'il est particulièrement doué pour le phishing? Oui, Ah, j'aime bien cet humour. allez, Ça me voilà. plaît. Désolé, il fallait que je la Parfait. fasse. Elle est bien. Et voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a plein de moyens de rentrer en cybersécurité. Et d'ailleurs, la cybersécurité, c'est extrêmement vaste. Il y a, comme une amie le dirait, il y a les gens qui font les papiers, donc qui font la gouvernance. Et il y a les gens qui font la technique côté, que ce soit architecture réseau ou que ce soit pentest, ou voilà, il y a plein de choses. Il y a de la recherche aussi. Les métiers de la recherche, un jour, j'espère, seront démocratisés et ce sera plus classique. Ne vous faites pas avoir par les discours des écoles. Vérifiez bien ce qu'elles proposent. Il y a des écoles qui sont sûrement très bien, hein. Mais pour l'instant, quand il y a des écoles qui sortent de terre, qui ont des millions d'euros de budget de communication à matraquer pendant 12 mois avant de faire leur première promo, le modèle économique, c'est pas l'étudiant. Donc faites attention quand même. Parce que voilà. Très, très bien. Le message est passé, je crois. Non, mais c'est vrai, c'est important de le rappeler de toute façon. Tous les choix que vous ferez sont bons, mais juste faites votre choix éclairé. Demandez le maximum d'infos avant. Voilà. Je pense que à mon avis, en tout cas, la clé dans ce que tu as dit, c'est aller prendre des avis chez les anciens élèves, et je voudrais même le faire avec plusieurs élèves, en fait, avec des gens avec qui ça s'est bien passé et d'autres avec qui ça s'est mal passé. C'est de toute façon, quand vous forgez un avis, il faut pas regarder que ce qui vous arrange, hein, sinon forcément ça se passe mal. En parlant de contenu de transmission, est-ce que tu as des écoles, on a compris, des médias, des cours ou des formateurs que tu apprécies particulièrement et que tu recommanderais? Il y a plein de choses. Alors, donc dans les médias, ça va rejoindre un peu ce que je voulais dire par rapport à la veille. Il y a beaucoup de choses. Déjà, pour se former, il y a Try Hack Me, RootMe, Hack the Box. Les plateformes de challenge, c'est la base pour se former. Toutes les choses quand on démarre en sécu sont hyper bien faites. Typiquement sur Try Hack Me, alors sur RootMe, je fais une petite parenthèse parce que ça dépend des challenges. Il y a des challenges avec plus ou moins de ressources. Sur Try Hack Me, il y a beaucoup de liens externes qui vont vous dire, bah tiens, vous voulez apprendre une nouvelle vulnérabilité, il y a un challenge dédié et il y a souvent des liens externes qui vont taper sur les bonnes ressources et tout. Sur RootMe, la plupart du temps c'est le cas, il y a certains challenges où c'est un peu, voilà, ça, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours à ce propos en me disant, bon voilà, t'as un challenge de bash, tu dois exploiter du bash, t'as le manuel de bash de 800 pages, bon, t'es pas plus avancé quoi, finalement. C'est rigolo, hein, mais voilà. Donc ça, c'est une très bonne ressource quand tu commences. Et j'ai oublié la suite de ta question. C'était quoi déjà? Ça pouvait être, alors là tu nous cites des plateformes, ça peut être des cours ou des formateurs que tu as particulièrement appréciés, ouais. Dans les cours que je peux recommander, il y a les 2 cours Open Classroom dans lesquels j'étais intervenu là récemment. C'est la première fois où il y a un cours de pentest sur Open Classroom, mais de pentest vraiment technique. Et j'en ai discuté beaucoup avec le créateur justement qui est, enfin pas le créateur du cours, mais le gars en gros qui a poussé ces initiatives-là. Et on en parlait ensemble. Et en fait, il y a un cours sur Open Classroom qui s'appelle, alors il y a Pentest Active Directory et Pentest Web, ces deux-là qui viennent de sortir, qui datent de août-septembre à peu près.
Et dans le pentest web, typiquement, tu as toute la méthodologie, rapport, réunion de restitution, qu'est-ce que tu fais, comment tu cadres une mission, toute cette chose-là que tu ne vois jamais sur la plateforme. Sur Rootme, sur TryHackMe, bah, tu as la technique, la technique, il n'y a pas de souci, mais toute la section managériale et comment tu fais une mission de pentest en soi, tu l'as jamais. Donc là, il y a ça c'est super. Tu as le cours Pentest Active Directory, il a été écrit par Pixis, Romain Benz, qui est quelqu'un que j'admire grandement parce que ça fait très longtemps qu'il fait des articles super cool et très très bien expliqués sur le sujet de Windows. Il a un site qui s'appelle Hackendo, ou bah, littéralement, ou Hackendo, je sais jamais s'il faut dire le do ou le do, mais voilà, qui explique très très bien plein de concepts et qui est encore, qui est encore une référence, hein, et beaucoup de gens, ils voient ce site depuis des années, ils savent très bien, voilà, c'est une référence pour plein d'explications qui sont très bien faites. Il y a voilà, les majeures sources que j'avais utilisées quand je m'étais formé, c'était des blogs perso, donc comme Hackendo, alors des cours, il n'y avait pas le cours d'Open Classroom à l'époque, il y avait surtout les challenges Rootme et tout, qui peuvent t'aider. Des write-up, alors ça oui, ça, si vous voulez vous auto-former, allez sur des GitHub, il y a des GitHub qui répertorient tous les write-up de, je sais pas, 16 000 CTF depuis 2004, tu vois. Allez voir là-dedans parce que des fois vous allez trouver un CTF avec, je sais pas, une technique qui vous intéresse, vous allez creuser le sujet et puis vous allez avoir des infos. Donc c'est pas mal. Niveau conférence, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais donc tu nous as dit tu vas à la Black Hat, donc on peut aussi dériver là-dessus. Est-ce que tu peux nous citer les grandes conférences, on va dire, que tu suis toi et partir sur la Black Hat? Je suis pour la partie recherche et la partie technique, je suis beaucoup donc Black Hat. Quand je dis Black Hat, c'est le groupe Black Hat, parce qu'il y a Black Hat Europe, USA, Asia, Middle East, Africa, il y en a 5 je crois. Donc je suis en train de démarrer un bingo, je pense que vous voyez où je veux en venir. Voilà. Je laisse ça là, hein. On verra dans les prochaines années ce que j'arrive à faire, mais il y a un bingo qui est en train de se créer. Et j'espère un jour arriver à toutes les faire. Et à Black Hat et DEF CON, pour moi, c'est peut-être les conférences qui ont les niveaux techniques le plus élevés au monde. Donc la Black Hat Europe, c'est la deuxième plus élevée après la Black Hat USA. La Black Hat USA, c'est vraiment genre le requirement pour faire un talk à la Black Hat USA, c'est d'en avoir fait un à la Black Hat Europe avant, ou Ok. dans les autres Black Hat. Mais tu ne peux pas publier si tu n'as pas déjà fait un talk ailleurs. Donc c'est déjà, tu vois, c'est un niveau d'entrée, c'est l'ultime level, c'est le top 1 de Fortnite, quoi. Et que ce soit Black Hat USA ou DEF CON USA, mais en tout cas celle-là à Las Vegas, c'est le top 1 du monde de la sécurité. Si un jour je fais ça, alors là, je suis content. Mais voilà, il y a plein de conférences. Donc ça, c'est les conférences les plus incroyables, qui sont extrêmement reconnues et sur le CV, parce que présenter un talk là-bas, c'est pas donné à tout le monde et il y a vraiment très peu de gens qui le font. Sur le temps perso, dans l'histoire de la Black Hat, je crois que c'est jamais arrivé. Donc je suis content, on va voir, hein. J'ai pas fini l'expérience, ça finit le 8 décembre, donc j'attends d'arriver jusqu'au bout. Et voilà, ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Donc voilà, ça c'est chouette. Et ces conférences-là, le problème, c'est qu'elles ont un ticket d'entrée extrêmement cher. Parce que pour aller à la Black Hat Europe, donc, moi j'y vais en tant que conférencier, donc c'est la Black Hat qui me rembourse du coup mon billet d'entrée. Mais si tu veux y aller en tant que visiteur, là où une conférence française c'est entre 50 et 200 euros en fonction des conférences, le billet d'entrée, la Black Hat c'est 1855 euros. Sans l'hôtel, sans rien. Tu vois? Donc le ticket d'entrée il fait très mal. Du coup, pour les étudiants, il y a un système de scholarship qui vous permet de, de demander en fait à ce que la Black Hat vous offre le billet. Donc ça veut quand même dire que vous avez les frais de transport et tout à payer, hein, bien évidemment. Ça, la Black Hat ne vous l'offre pas, mais au moins le billet est offert pour les étudiants. Donc ça, c'est incroyable. Parce que 1855 euros, on est sur un MacBook Pro cash, hein. Donc voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, hein, donc un MacBook Pro cash pour 2 jours de conférence qui vont être en rediffusion sur YouTube dans quelques mois. Bon, ça se discute. Mais par contre, c'est les conférences qui sont les plus reconnues au monde. Donc c'est aussi très cher parce que leur modèle économique n'est pas l'open source. En France, c'est souvent des associations qui font ce genre de conférences, alors que la Black Hat, c'est une entreprise. Donc il faut qu'ils fassent tourner l'entreprise et qu'il y ait du bénéfice et que voilà quoi, ils ont besoin de trésorerie. Donc c'est comme ça. En France, on a donc ça c'est pour les conférences majeures européennes, qui sont voilà des grosses conférences qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire. Il y a la OffensiveCon à Berlin aussi, qui a lieu en mars ou février. Et tu as la Insomniac à Genève, qui est très bien aussi. Et pareil, les tickets d'entrée sont bien moins élevés que la Black Hat, mais pareil, pour aller à l'Insomniac à Genève,
faut compter quand même plusieurs centaines d'euros parce que je sais plus combien c'est les tickets, j'ai pas les tickets en tête. Mais voilà, il faut payer le ticket, plus le déplacement, plus le machin, c'est un gros budget, surtout quand on est étudiant. Et en France, par contre, on a plein de conférences. Si vous êtes du côté de Rennes, n'hésitez pas parce qu'il y en a 700 000 à Rennes. C'est l'endroit où il y a toutes les conférences. Mais alors en France, si je vous fais un tour de toutes les conférences qu'il y a, il y a la THCon à Toulouse. Donc c'est organisé par des anciens de ma promo. Donc, voilà. Il y a la Stack à Bordeaux. Il y a à Rennes, il y a la Stack Overflow. Donc Stack Overflow qui est organisé par l'ESNA. Il y a la Hitchhack qui est organisée par l'NCBS qui est à Vannes, donc un peu plus sur la côte. Il y a la Hexacon qui est organisée à Paris. Il y a la DEFCON Paris qui est un meet-up qui a lieu régulièrement tous les 2 mois à peu près, voilà, qui a lieu à Paris. J'en oublie. Il y a la Grehac à Grenoble. Voilà, Grehac, grande conférence très cool qui est là depuis des années. Le stick, oui, j'ai vu dans le chat le stick. Ah, le fameux stick. Le stick qui est, voilà, là pour le coup, qui est une conférence plus orientée académique. Donc, qui est super cool, hein. Voilà, le stick, c'est super chouette. Le ticket d'entrée du stick, il fait très mal également parce qu'il est de l'ordre de 300 euros. Donc voilà, 300 euros pour une conférence, ça fait mal. Il y a le hack à Paris qui est plutôt bien aussi. Ok. Il y a Unlock Your Brain à Ardennes System. Merci. Merci de me carrer dans le chat parce que là je suis fatigué, j'ai plus du tout en tête. Je les ai en plus celle-là. Ok. Voilà. Le Brest CTF aussi à Rennes, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai fait une conférence là-bas, une rump. Le Brest CTF qui était un CTF incroyable que j'ai fait en présentiel là-bas, il y avait 500 personnes. C'était vraiment chouette. Qui a lieu au couvent des Jacobins. Pour ceux qui connaissent Rennes, c'est un magnifique lieu. Donc, J'espère pouvoir les faire dans les années qui arrivent et puis on emmènera la caméra et la chope de bière alors. bah, Lotus, si tu veux, à Lyon, il y a un CTF qui est organisé par l'INSAT de Lyon. Je sais plus, je te retrouverai, mais le Ok. club de sécurité de l'INSAT de Lyon, de mémoire, ils organisent une journée sécurité avec un CTF. Et j'avais vu ça il y a 2 ans, à un moment où j'étais à Lyon à ce moment-là, c'était genre en février ou en mars. Et voilà, si tu veux y participer, je pense que tu peux y participer. Ok, bah écoute, je regarderai avec plaisir. Je sens que le niveau d'énergie commence à descendre, donc on va, Ouais. on va s'acheminer vers la fin. J'aimerais juste qu'on passe rapidement sur tes interventions côté conférence. Donc, alors, la majeure, forcément, c'est la Black Hat Europe qui arrive. Tu nous avais cité... Donc, Celle dans laquelle je suis intervenu, la Grehac, le Brest Ok. CTF, la THCon, la Hitchhack, la Stack Overflow, j'en oublie. Là, putain, j'ai vraiment Les 2 mêmes. neurones là. Non, en fait, c'est les mêmes. Il est en train de nous refaire la liste. Ah, Oh, l'escroc. ouais, j'ai enlevé le hack dans lequel Oui, c'est vrai. Ouais. j'ai C'est vrai. proposé un sujet mais qui a été refusé cette année. Donc voilà, c'est le jeu, hein. Hmm. Et Unlock Your Brain, Harden Your System, où là pour le coup, j'aurais bien été, mais c'est à Brest. Et comme je fais sur mes finances perso, faire 9 heures de train, voilà, c'est compliqué quoi. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors, bon, on va pas tous les faire parce que honnêtement, il y en a beaucoup. Je pense que les gens pourront retrouver le contenu plus ou moins rapidement. Est-ce que tu peux juste nous dire quels étaient les sujets de tes interventions? J'avais noté Grehac, ouais, et Brest CTF. Grehac, c'était un sujet assez rigolo parce que j'avais. Alors, donc, dans la VM Python, quand vous utilisez le Python, il y a des objets. Quasiment tout est un objet en Python. En termes de programmation, tout est un objet et possède des propriétés, des fonctions, des trucs comme ça. Et pour appeler ces propriétés, tu fais l'objet, point, la propriété, la fonction, ce que tu veux appeler. Et en gros, moi, j'avais utilisé les fonctions internes de Python, qui sont les fonctions d'introspection, qui permettent de savoir qu'un objet a des enfants, en gros, a des propriétés, des fonctions, des choses comme ça, pour les lister et te déplacer dans l'arborescence de l'objet comme dans un graphe, en fait. Et du coup, j'avais écrit tout un système de fonctions qui me permettait de partir d'un module, donc d'un objet Python qui est comme un autre objet. Quand tu fais import Jinja2, Jinja2 est un Mhm. module, et de partir de cet objet que tu viens de créer en faisant import Jinja2 pour lister tous les chemins vers toutes les autres fonctions, et en l'occurrence tous les autres sous-modules. Par exemple, dans Jinja2, tu as jinja2.utils.os, et ben tu vas trouver le module OS qui est importé dans le sous-module utils de Jinja2. Et grâce à ça, ça m'a permis de trouver des payloads qui permettent de faire des server-side template injection dans Jinja2 qui sont indépendants du contexte, qui marchent à tous les coups, qui bypassent tous les filtres et qui sont là où avant on avait des payloads de 300-400 caractères, elles font 70 caractères, même pas 50, qui permettent d'accéder directement parce que c'est vraiment là pour le coup, j'ai apporté un œil recherche sur un truc qu'on voyait en pentest.
Les payloads qui étaient actuellement publics, c'était des payloads qui avaient été trouvés par des pentesters qui étaient partis d'un truc déjà existant, qu'ils ont rajouté, c'est à chaque fois de l'amélioration. Et moi, j'ai repris le sujet de zéro, du coup, et j'ai fait vraiment une approche académique du truc où je suis parti de où est-ce qu'on en est. Et après, j'ai fait un parcours de graphe complètement académique, quoi, un parcours de graphe de recherche pour trouver les chemins les plus courts vers ces modules. Ok. Et l'autre, du coup? À l'autre, le Brest CTF, c'était en 5 minutes. C'était une run en 5-7 minutes. J'ai montré justement la CVE Améthyste, dont j'ai parlé plus tôt dans le podcast, qui permet de lister voilà, des mots qui ont été tapés en autocomplétion, dans le module d'autocomplétion XML public. J'ai montré comment tu peux utiliser ça et les statistiques des mots de passe, genre REN35, pour rentrer dans un système d'information uniquement depuis l'extérieur, sans exploiter de vulnérabilité réelle d'exécution de code, mais juste avec des informations publiques de l'entreprise. Et alors, il me semble que ces 2 interventions, on peut les retrouver, non? Ouais, alors, quasiment toutes les interventions que j'ai faites, quand elles sont enregistrées, je les remets sur ma chaîne YouTube pour que ceux qui n'ont pas pu assister aux conférences, justement, puissent les voir. Donc, alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème de droit d'auteur parce qu'il y a aussi des conférences, c'est compliqué. Genre la Black Hat, typiquement, de mémoire, je n'aurai pas le droit de republier la vidéo sur ma chaîne, elle sera sur celle de la Black Hat, mais elle Ok. sera aussi en rediffusion. Mais pour toutes les autres conférences, je les ai triées sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien si vous voulez en description ou je te l'enverrai. Et puis, il y a, il y a des playlists en fait pour les talks en français et les talks en anglais, donc en fonction de ce que vous voulez. Il y a tout ce qu'il faut. Pour conclure cette partie connaissance, une dernière question qu'on a posée à peu près tout le monde sur les Cybertalk, je crois, à part à Fat Cyclone, parce que de toute façon, c'est la descendance de Chuck Norris. Est-ce que tu as subi le syndrome de l'imposteur ou absolument pas? Alors, oui, mais par vague en fait. Ah. Ça dépend des moments en fait. Typiquement, quand je présente un talk sur quelque chose que j'aime, tu vois, typiquement à la Hitchhack, j'ai présenté un talk sur les reverse shell, qui est un sujet que j'ai déjà creusé depuis 2 ans, où vraiment je suis calé là-dessus et je sais très bien de quoi je parle. Tu vois, j'ai l'abstraction pour tout expliquer, voilà. C'est en français, c'est devant un public que je maîtrise et tout, et voilà, c'est local à l'NCBS, je connais quasi tout le monde là-bas. Voilà, c'est super chouette. Là, j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Quand j'ai reçu le mail en disant votre talk a été accepté à la Black Hat, j'ai 24 ans, j'ai pas du tout vu un seul conférencier qui a 24 ans à la Black Hat, j'ai pas du tout vu un seul conférencier qui a fait ça en perso. Bon, là, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je me dis, bon, je suis. Déjà, des Français, il y en a 3 à la Black Hat cette année. Sur les 90 conférenciers qu'il y a, il y en a 80, je crois qu'il y en a 90. Il y a 3 Français, dont moi, donc 2 Français plus moi. C'est peu. On représente très peu la France finalement. Donc ouais, quand même pas mal la pression. Mais c'est pour ça, c'est assez sélectif, ça dépend des trucs en fait. C'est sur les projets GitHub, j'ai pas le syndrome de l'imposteur parce que moi je fais mes trucs et puis si ça marche, ça marche pas, tant pis. Moi je suis content de ce que j'ai fait et puis voilà. Sur les conférences, quand tu te lèves et que tu vas devant 500, 1000, 2000 personnes, bon là, c'est la pression est autre quoi. C'est le track comme sur un spectacle en fait. C'est entre guillemets rassurant, on va dire, que ça arrive à tout le monde au final. C'est ce qu'on constate, hein. Peu importe les personnes à qui je parle, j'ai l'impression que peu importe le niveau que tu peux atteindre, tu as toujours un moment, ce syndrome qui arrive. Et c'est vrai que du coup, pour des débutants, entre guillemets, c'est rassurant de voir que ça arrive à tous les niveaux. Moi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est généralement, c'est quand vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur que c'est un problème. Parce que quelqu'un qui n'a pas le syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui va être. Enfin, il y a des gens en cybersécurité ou dans d'autres domaines hein, qui n'auront pas le syndrome de l'imposteur, qui peuvent parler sur tout et n'importe quoi, changer de sujet comme ils veulent et tout, qui savent pas ce qu'ils disent. Des fois, ils disent n'importe quoi, mais ils n'auront aucun problème, tu vois, ils iront parler sur tous les plateaux parce que vu qu'ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur, ils sont hyper sûrs d'eux et ça passe tout seul. C'est pour ça que, en soi, si vous commencez à avoir le syndrome de l'imposteur, c'est que généralement vous avez assez de niveau pour vous rendre compte de vos propres connaissances. En fait, vous verrez, il y en a qui vont voir de quoi je parle, mais il y a une courbe de la connaissance. Quand on commence, on voit la montagne, on voit tout ce qui nous reste à apprendre. Ensuite, on arrive, on a l'impression d'avancer vite parce qu'on apprend beaucoup de choses d'un coup. Et donc, on se dit, ouah, c'est bon, je suis le meilleur et tout, je sais tout. Il y a plein de gens qui se disent ça et qui s'arrêtent là. Et quand tu t'arrêtes là, t'as l'impression d'être hyper bon et tout, alors qu'en fait, t'as des centaines de milliers de choses à apprendre. Et si tu vas un tout petit peu plus loin que cette montagne, là, tu arrives dans un gouffre qui fait la taille du Grand Canyon, où en fait, tu te rends compte, enfin, tu commences à avoir assez de connaissances pour te rendre compte de ton propre manque de savoir. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est que littéralement, tu vois, là, moi, quand je dis je m'aventure pas en pawn, j'ai fait très peu de recherches là-dessus.
en Windows, sur tous les trucs où j'ai recherché, plus je fais de la recherche, plus je me rends compte de nouveaux domaines, de nouveaux domaines complets qui s'ouvrent à nous, et sur des choses auxquelles vraiment j'ai aucune base, quoi. J'apprends tout et je me rends compte du nombre de trucs que je sais pas. Et heureusement, parce que c'est ça qui est rigolo aussi dans la sécu, c'est d'apprendre de nouvelles choses. On va se diriger vers la conclusion de cette émission. Il est quasiment 1h du matin, donc on y sera arrivé avant 1h du matin, tout va bien. Avant de fermer boutique, j'aimerais bien que tu nous racontes, si tu veux bien, ta pire expérience, que ce soit en recherche, en dev, en conférence, ce que tu veux, mais vraiment la pire expérience. Je vais vous raconter une histoire débile. Je vous ai dit, j'ai 40 Tera de stockage sur mon PC de recherche. Sur ces 40 Tera, j'ai pas 4 disques de 10 Tera, j'ai plein de disques de 1 ou 2 Tera que j'avais un peu à droite à gauche, et puis j'en ai des plus gros. Et il y a eu un moment donné où j'avais fait, suite à la Grehac justement, à la Grehac, j'avais fait de la recherche dans les objets Python, j'avais fait beaucoup de choses de recherche, notamment j'avais monté pas mal de sujets qui étaient à la suite de la Grehac, quoi, qui étaient basés sur mes travaux de la Grehac. Comme je suis une buse, j'ai formaté mon disque. J'ai formaté le mauvais disque. Oh Du non. coup, j'ai formaté un disque dans lequel il y avait, 700 Dockerfiles. Oh là là. Voilà, Oh hein. là là. L'horreur. Je t'avoue que j'ai toujours ce disque parce que du coup, c'était il y a 1 an et demi. J'ai toujours ce disque, sauf que va retrouver 700 fichiers texte dans un espace de 2 Tera dans lequel il y avait des trucs. Si tu vois, ça aurait été sur une clé USB, tu dis tu fais du forensic, ton image disque elle fait 2 Tera, tu fais des strings, yes quoi. C'est même pas, tu vois, parce qu'à la limite, tu trouves des zips, tu peux les extraire avec des choses qui cherchent les headers et tout. Moi, c'est des fichiers texte. C'est. Donc là, ouais, là, typiquement, ma pire expérience, c'est d'avoir passé plusieurs semaines sur des recherches, d'avoir oublié d'en backup une partie et d'avoir supprimé un disque complet. Je l'ai pas DD0, j'ai pas réécrit bit à bit le truc. Par contre, j'ai formaté la table de partition et j'ai tout baisé, quoi. Surtout, faites attention quand vous faites des formatages, changer SDB en SDA, ça peut vite se passer. Se tromper de disque, c'est pas cool. Pour l'anecdote, je vous parlais tout à l'heure de l'Amstrad, là, le PC, le petit clavier là, que je vous ai montré, qui est le PC sur lequel j'ai commencé. Et j'avais réécrit un langage de programmation ésotérique qui avait la puissance du langage basique de l'Amstrad. J'avais réimplémenté intégralement une VM qui permettait d'interpréter ce langage, un debugger, un langage complètement custom, des binaires complètement custom, qui faisait une interface graphique. Il y avait une interface graphique avec un petit écran et tout, on pouvait tracer des trucs et du son. Et j'avais ça sur ce disque et j'ai cartouché ce disque. Du coup, voilà, j'ai vraiment le seum, hein, finalement, hein. Là, pour le coup, autant les Dockerfiles, j'en avais auto-généré une grande partie, autant ce projet-là, j'avais peut-être 60 heures de dev dessus. 3-4 week-ends, tu vois. Là, c'est l'horreur. Comme je fais le parallèle avec. C'est genre 2-3 vidéos foutues en l'air complètement, quoi. Quel Ouais. enfer. Quel enfer, ok. Très bien. Bon, allez, remonte-nous le moral maintenant. Je vais te demander ta meilleure expérience. Le truc le plus positif, meilleure expérience que tu as eue. C'est une bonne question. Je pense que les premières conférences que j'ai faites, c'était des expériences incroyables. Parce que là je commence à avoir l'expérience, donc je commence à avoir l'expérience de plusieurs conférences. Donc je commence à moins stresser et à plus kiffer. Mais les premières expériences, c'était vraiment, et les premières conférences que j'ai faites, c'était vraiment un pas dans le vide. Parce que en fait, tu vois, tu vois très peu de conférenciers, en fait. Tu vois, j'ai pas de conférenciers dans mes contacts. J'ai vu beaucoup de conférences, parce que j'étais aussi, quand j'étais étudiant, j'étais recording crew à la EclipseCon Europe. Donc j'organisais en fait l'enregistrement des talks. J'avais une salle attribuée à moi et je devais installer le conférencier, enregistrer les talks et tout. Et du coup, j'ai pu faire des conférences internationales en Allemagne avec eux, tu vois. Donc j'ai pu voir des trucs en tant qu'étudiant parce que je faisais partie du staff de EclipseCon, du coup, qui est le logiciel Eclipse Java, l'IDE Java. Donc j'avais déjà vu beaucoup de conférences et beaucoup de comment ça se passait, tu vois, même sans parler de sécu, tu vois, mais d'un point de vue comment tu présentes un talk. J'avais aussi vu beaucoup, du coup, les talks, les choses qu'il ne faut pas faire. Tu vois, les choses où, j'ai fait il y a pas longtemps un tweet en disant, qu'est-ce que vous pensez des formats de talk? Parce qu'il y a des conférences qui encore proposent des CFP où c'est 50 minutes minimum. Et moi qui ai été 50. 50 Wow. minutes sur un talk en anglais et tout. Et j'ai été staff dans beaucoup de conférences avec Eclipsecon. Franchement, du coup, j'étais staff en régie en arrière. Je voyais tous les PC des gens. Il y en avait à 3/4 qui suivaient plus. Parce que 50 minutes, tu suis pas pendant 50 minutes un sujet, en fait. Ça n'existe pas. Donc, si c'est rediffusé et tout, c'est pas pareil. Mais la faire en live pendant 50 minutes pour la rediffuser, c'est pas logique. Surtout sur un sujet technique. Si c'est de la discussion, de retour d'expérience, ça passe.
Si c'est sur un sujet process following sur une architecture hyper spécifique, tu vas perdre 3 quarts de l'audience à la 4e slide. Hein. Mais voilà. Mais ma meilleure expérience, vraiment, je pense que c'est mes premières conférences où, alors j'étais stressé comme jamais. Alors j'avais un niveau de pression d'une taille de la Tour Eiffel, hein, parce que là pour le coup, la première, alors j'ai fait une première conférence qui n'était pas une vraie conférence, qui était une session poster au CNRS, au groupe de recherche des systèmes on chip, il y a plusieurs années, où j'avais présenté un projet qu'on avait fait à l'INSA, justement, dans mon école d'ingé. Et ma première vraie conférence en sécu, c'était la GREHAC. J'ai commencé par la GREHAC. Et mine de rien, enfin la GREHAC, c'est une très grosse conférence en France quand même. Hein. Donc ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit là quand même, c'est la barre, elle est, enfin là c'est tu vois, c'est haut, tu vois. Et la GREHAC, Ouais. c'était, je crois que c'était il y a un an, hein, je crois que c'était en 2021. Mm. Du coup, ça veut dire que là, dis-toi, 1 an et demi plus tard, non, 1 an et 1 mois plus tard, je fais une Black Hat Europe. Du coup, j'ai fait Pas mal. j'ai fait GREHAC et là, j'ai fait le 19 novembre GREHAC, 19 novembre 2021, 7 décembre 2022 Black Hat Europe. Ça va bien se passer. Tout ira bien. Ouais. Ah, en vrai, là, je flippe, mais comme pour la GREHAC, hein, j'avais très peur au début. Mm. Et ça s'est très bien passé au final, tout le monde était content. Et puis c'est un talk dont on parle encore aujourd'hui. Donc je pense que ça va très bien se passer pour la Black Hat aussi. Par contre, j'ai extrêmement peur parce que bah, fatalement, quand c'est un truc que tu n'as jamais fait, en plus j'ai jamais été à la Black Hat pour des raisons de budget, bah fatalement, je sais pas à quoi m'attendre, quoi. Mm. T'as beau regarder toutes les vidéos, t'entraîner comme tu veux, tant que tu t'es pas lancé, c'est voilà quoi. Il faut se lancer. C'est vrai, c'est vrai. Oui, et puis enfin, le fait de monter sur scène, de toute façon, il y a tout ce qui se passe avant le rideau, et puis il y a, quand t'es derrière le rideau, de toute façon, ça change tout une fois que t'es C'est sur ça. scène, quoi. Ouais. Si je peux donner un conseil à tous ceux qui veulent un jour faire des conférences, les 5 premières minutes, vous avez l'impression que vous allez mourir. Et après, une fois que ces 5 minutes-là sont passées, t'es lancé sur ton talk, ça passe. Enfin, en fait, tu fais plus. En fait, t'es dans un nouveau setup et tu y vas. Tu vois, y a pas de souci, ça passe. Mais les 5 premières minutes, vos organes sont en train de quitter votre corps. Genre vraiment, tout dépend de la taille de la conférence et tout. Tu vois, quand je l'ai fait à la Barbac, il y avait beaucoup de gens devant moi, donc ça te fait beaucoup plus stresser. Quand tu le fais à la Hitchhack, il y avait beaucoup de gens devant moi, mais dans ces gens-là, il y en avait les 3 quarts que je connaissais déjà et qui étaient un peu des potes, tu vois. Donc t'as pas la même pression. Et quand tu te lèves et que tu vas parler d'un sujet devant plein de gens, au début, ça te fait très peur pendant quelques minutes, mais une fois que tu as passé ce sujet-là, c'est le cas dans tout, hein, pas que en sécurité, une fois que tu as passé ce moment-là, après ça va et tu finis et tu y penses plus, tu es dans ton sujet, tu y vas et puis voilà, tu y penses plus. Il y a plein d'astuces, on va dire, justement, pour désamorcer ces 5 premières minutes et passer le cap très rapidement. Et ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire le fait de prendre des gens, en fait, d'isoler, d'oublier qu'il y a une foule et en fait d'isoler vraiment des personnes au premier rang et de s'adresser à eux directement, ça crée un lien qui est beaucoup plus humain au démarrage, ouais. Ça se passe bien. Bon, bah écoute, on va croiser les doigts, mais je suis certain que ça se passera très bien. Alors, dans les dernières questions à te poser, il y en a une pour nous, cette fois-ci. Enfin, que je te pose à toi, mais qui va nous bénéficier à nous. Est-ce que tu aurais un invité particulier à nous recommander pour les prochaines émissions? Alors, ça peut être un peu n'importe qui, pas forcément des gens ultra connus, parce que bah, éventuellement, on en aura eu l'idée. Alors j'en ai 2 en tête. Oh. J'ai Laluca, que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'il a fait beaucoup de choses, que ce soit des conférences, que ce soit des outils GitHub, des choses comme ça. Ok. Et qui est déjà là depuis un bout de temps sur la scène InfoSec. Et un petit nouveau qui s'appelle Kevin Mizu, qui est moins connu, mais qui est pour moi qui est une étoile montante de la recherche, qui est vraiment excellent dans ce qu'il fait. Et le jour où il sera chaud pour faire un podcast, parce qu'il est encore un peu timide et tout, il commence ses premières conférences et tout, je le soutiens à fond. Je suis hyper fan de Kevin Mizu, voilà, Kevin si tu m'entends. Voilà, je pense qu'il serait très intéressé pour faire ce genre de podcast un jour. Pour l'instant, il est en train de, tu vois, faire ses premières conférences et tout. Il est excellent techniquement, il fait des sujets qui sont incroyables. Moi, je suis fan de ce qu'il fait, hein, vraiment ce que je lui dis à chaque fois. Il a beaucoup le syndrome de l'imposteur, comme tout le monde. Et comme, tu vois, comme tout le monde, quand on commence, tu vois, on sait jamais trop où est la barre par rapport à ce que font les autres, en fait. Parce que des fois, nous, on a l'impression de faire un truc qui est. Tu vois, moi, la première, la GREHAC, quand je l'ai faite, je me suis dit, bah ouais, mais enfin, je fais un truc que tout le monde aurait pu le faire, en fait. Oui, mais personne l'a fait avant. Tu vois. Ouais. Pareil, la Black Hat, en soi, enfin, certes, j'ai mis 4 mois et demi de recherche, mais dedans. Mais c'est pas, je veux dire, j'ai pas révolutionné un domaine complet non plus. C'est juste que j'ai apporté une nouvelle vision sur un truc. C'est toujours utile, quoi. Si je peux te donner deux guests d'exception, c'est Laluca et Kevin Mizu, du coup. Très bien. On va les rajouter sur la liste. Ouais, La s'il Luca, vous plaît, ouais.
Là, Luca, pour le coup, j'avais déjà un peu visé comme ça, mais très bien. Je connaissais pas du tout Kevin Mizu, et puis on va aller se renseigner, on va aller voir ça. Avant de plier, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux petits jeunes qui commencent, ou aux moins jeunes d'ailleurs, qui commencent la cyber et qui se lanceraient aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est dormir, parce que sinon, vous allez vous retrouver à faire des podcasts à 1h du mat. Et la seconde, c'est... alors, la culture générale, c'est ce qu'il y a de plus important en cyber, parce que bah, c'est ce qui vous mènera loin, en fait, finalement. Parce que en cybersécurité, en fait, soit vous... En fait, c'est pour ça que je vais vous dire un truc très important. J'ai du mal, il est 1h du mat, mais je vais y arriver. Il y a deux options. Soit vous faites comme ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire vous apprenez l'Active Directory parce que vous avez créé un lab chez vous. Soit vous faites uniquement avec des box Hack the Box, par exemple. Les box Hack the Box vont vous apporter une vision très spécifique sur les vulnérabilités Active Directory qui est très orientée CTF. Et souvent, vous aurez pas le contexte du tout autour de ça. Vous aurez juste la vulnérabilité de cette box. Mais vous n'aurez pas forcément le contexte. Et des fois, moi, ça m'est arrivé pour le pawn, typiquement. C'est pour ça que sur la partie exploitation de binaire pawn, je déteste ça. Enfin, je déteste ça. J'arrive à en faire, mais je suis pas excellent du tout là-dedans. Parce que justement, je suis très mal parti. Je suis parti sur du CTF et tout, et je me suis emmêlé les pinceaux parce qu'il y a 100 000 ressources qui disent tout et n'importe quoi, et l'inverse, c'est un enfer. Et je suis très mal parti justement en apprentissage, et après, reverse un apprentissage que tu as déjà fait. Et quand tu as mal appris quelque chose, c'est très compliqué de le désapprendre pour l'apprendre bien. Donc faites attention au début. Il vaut mieux passer du temps à regarder des vidéos YouTube et tout pour avoir un contexte. Savoir, tu vois, plutôt que de se lancer en disant ah, je vais faire une VM Active Directory sur Xbox. Ok, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'Active Directory? Est-ce que tu sais comment marche un Windows Server? Tu en as déjà monté un? Tu vois déjà à quoi ça ressemble? Tu vois? Il y a des gens qui savent pas du tout ce que c'est, et ils vont se lancer, ils vont faire une box Xbox, ils vont dire ouais, c'est fou, je suis un grand malade et tout, j'ai 100% Xbox, je sais pas quoi. Mais derrière, tu les lances sur n'importe quel autre truc Active Directory, ils vont être perdus parce que c'est pas du CTF. Alors que quelqu'un qui aura pris plus de temps à faire du contexte, justement à faire de la culture générale, à lire ce qui s'est passé, tu vois, juste même savoir que tiens, il y a une vulnérabilité récente, même sans savoir le technique, tu vois, des fois t'as pas forcément le temps de creuser la version technique, mais juste savoir il y a une vulnérabilité récente, Active Directory, j'ai déjà vu parce que j'ai regardé un tuto, tu vois, des fois on parlait du tuto Open Classroom et tout, regarder un tuto sur comment tu montes un Active Directory, en vrai ça prend, la première fois que tu le fais, ça va peut-être te prendre 6 heures de vidéo, tu vois. Mais après, une fois que tu le refais, moi, des AD, j'en monte en 20 minutes. C'est tout le temps pareil, et c'est une fois que tu sais faire, ça va très vite. Mais une fois que tu sais tout ça, plus tu sais des choses en sécu, et plus tu accumules des informations, plus tu vas vite à comprendre des nouvelles choses, comme ce que je disais pour les langages. Donc vraiment, quand vous commencez, n'hésitez pas. Il y a souvent des gens qui me disent un truc, moi, qui me rend fou. Enfin, qui me rend fou, parce que je vois avec mon expérience de vieux, entre guillemets, de pourquoi c'est utile. Mais il y a des gens qui font un challenge. Quand ils font un challenge, ils me disent ah, bah c'est bon, je les flag. Et puis après, ils se cassent. Tu vois. Ils ferment le challenge, et c'est fini. Moi, je leur dis mais tu te rends compte que là, tu viens de passer 3 heures à essayer de flaguer un challenge. Note tout ce que tu viens d'apprendre. Tu viens d'apprendre des trucs de fou, tu as utilisé des scripts, tu as tes commandes encore dans ton historique. Note tout ce que tu as là. Parce que là, vraiment, dans 2 jours, tu t'en rappelleras pas, hein. C'est pas possible. Tu te rappelleras vite fait que tu l'as fait, mais c'est tout. Flaguer un challenge pour flaguer un challenge, ça sert à rien, hein. Parce que c'est sur toutes les plateformes. Enfin, il y a des gens qui trichent dans tous les sens. Il y a des write-up partout sur Xbox, sur Rootme, sur ce que tu veux. C'est interdit, mais c'est quand même le cas, hein, faut dire ce qui est. Et les points, c'est une chose, mais ce qui vous sera. Enfin, la vraie mine d'or de ces plateformes-là, c'est que vous allez apprendre comme des fous, et que c'est hyper important que vous notiez tout ce que vous avez appris, parce que c'est pas quelqu'un qui le fera pour vous. Donc voilà. Surtout notez, et n'hésitez pas à aller apprendre des trucs, même si ça vous sert à rien. Moi, le nombre de trucs que j'ai appris qui servent à rien, c'est fou. J'ai un nombre de, tu vois, typiquement, j'ai joué avec ce genre de trucs. Jouer avec des disquettes floppy de 8 pouces, ça sert à rien en sécu, hein. Mais le fait de savoir ça, ça t'ouvre un champ des possibles. Tu vois, j'ai des liens sur des PC que j'ai démontés et qui sont des vieux PC des années 90, où je me suis dit, tiens, ok, c'est un processeur Pentium MMX de tel truc, donc je revois cette structure-là dans d'autres trucs maintenant, tu vois. C'est le fait d'avoir de l'historique, de savoir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé autour, plus t'as de culture générale, plus tu fais des liens et plus t'apprends vite. Donc c'est hyper important. S'il y a un truc que vous pensez qui n'a pas d'importance, apprenez-le quand même. Des paroles sages, on va garder ça. Eh bien écoute, on arrive à la fin de cette petite interview de 4h40. Parfait, 4h42 en plus, c'est beau. Je sais pas pour vous, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai appris plein de choses. C'était absolument parfait. J'ai beaucoup aimé ce moment avec vous.
Impeccable. Bah écoutez, on va aller pouvoir se reposer tranquillement. Merci à toutes les personnes qui ont assisté au live. On est encore 42, ce qui est C'est incroyable là. n'importe quoi vu l'heure. C'est fou. Vous étiez resté quasiment 40 pendant 4h40. Ouais, c'est n'importe quoi, allez vous coucher là. Poda, est-ce que tu as des réseaux à partager, un site? Tu as un site, il me semble, qui référence tout? Ouais, podalerius.net pour ceux qui veulent aller voir. Il y a plein d'articles techniques, il y a mes CVE dessus et puis il y a mes réseaux sociaux, GitHub, voilà, tout ce qui peut vous être utile. On mettra tous les liens dans les descriptions des podcasts, des vidéos, etc. Et puis écoute, on te retrouve. C'est quelle date déjà la Black Hat? Le 7 et 8 décembre. On regardera. C'est retransmis en direct. Tu vois, on parlait du modèle économique de la Black Hat, c'est retransmis en direct pour la modique somme de 500 €. Donc vous l'aurez en rediffusion après sur YouTube. Très bien. Eh bien, on te retrouvera en rediffusion sur YouTube alors. Ouais, c'est cher. Poda, merci beaucoup. Quand tu veux pour la seconde manche. Et puis, bonne nuit à tous. Avec plaisir. Reposez-vous Merci à bien toi. tous et à bientôt. Bye bye. Bye bye, ciao ciao.